Donc, je vais peut-être commencer par me présenter, parce qu'apparemment, ça n'a peut-être pas été fait. Je m'appelle donc Fabienne Goubaudiman, je suis politologue de formation. Donc, j'ai eu la chance de passer par une de nos nobles grandes écoles. Et par la suite, je me suis plutôt orientée vers ce qu'on appelle aujourd'hui la prospective, c'est-à-dire la capacité à travailler sur du moyen et long terme, d'abord dans le domaine des politiques publiques, puisque c'était ma formation de base, et puis progressivement pour des organismes privés, notamment des grands groupes, parce qu'aujourd'hui en France, ce sont essentiellement des grands groupes qui font la prospective. Et je garde à peu près une activité qui est de l'ordre de 80 à 60% de 50 à 60% dans le domaine public, donc soit pour des gouvernements, soit pour des collectivités territoriales, principalement à l'étranger, et à peu près 40% d'activité avec des grands groupes privés. Alors la question du développement durable arrive là-dedans de la manière suivante, mais bien évidemment, assez rapidement, la question de la durabilité s'affiche comme un vrai souci de long terme. Alors vous connaissez tous l'histoire, hein, j'imagine que vous êtes tous déjà des spécialistes du développement durable. Donc le début, ça va être évidemment essentiellement à partir du rapport Brundtland. Mais tant les collectivités que les gouvernements ne vont pas en prendre conscience vraiment tout de suite. Et donc on va avoir pendant quelques décennies un long travail de labourage, si j'ose dire, pour essayer de faire comprendre en quoi ça reste vraiment quelque chose d'essentiel. Alors la définition que nous avons eue en France, mais ça je pense qu'on en discute, on en parlera plus tôt dans la partie questions-réponses. La définition que nous avons eue de la notion de sustainable development, que nous avons traduit par développement durable, a beaucoup handicapé la manière dont les autorités publiques conçoivent la notion justement de développement durable. Donc ça, si vous voulez bien, on en reparlera un petit peu après, mais c'était vraiment quelque chose que je voulais faire en introduction pour vous expliquer pourquoi en fait la prospective a été obligée de s'emparer de domaines qui normalement auraient dû être traités par le développement durable s'il avait été correctement intégré. Et comme ça n'a pas été le cas, eh bien c'est la prospective qui s'en est emparée. Mais la prospective n'était pas plus légitime qu'un autre. Il se trouve simplement que la prospective traitant des questions de moyen et long terme, forcément c'est un sujet qui est venu sur la table. Alors je voudrais, dans mon exposé, donc on va essayer de faire quelque chose qui ressemble à 45, donc 45 minutes de présentation, 45 minutes de questions-réponses. Ce que j'aimerais, c'est commencer par vous parler plutôt de l'approche conceptuelle de la prospective. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours de prospective. Je vais simplement essayer de vous montrer, et c'est le choix que j'ai fait dans l'approche que je voudrais vous présenter maintenant, c'est de vous montrer ce que nous on dit lorsque nous sommes en face d'autorités publiques, quelles qu'elles soient, pour essayer de leur faire comprendre pourquoi, in fine, la question du développement durable s'impose. Et on commence... Je m'excuse, c'est pour l'enregistrement, si on veut vous voir, est-ce que vous pouvez me mettre sur la gauche ? Pas de souci. Et alors, jusqu'où je peux aller? Parce que quand je me promène tout le temps, je vais jusque là. Très bien. Ok. Non, tu repars. Parfait. Pas de souci. Pas de souci. Faites-moi signe quand je déborde. Mais moi, j'ai besoin de marcher quand je pense, donc je suis désolée. Donc, je voudrais vous présenter cette approche qui est ce que nous appelons la worldview. Alors, je suis désolée pour les termes américains que je vais utiliser. Ils sont américains, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la France ne produit plus de recherche et développement en matière de prospective. Ça, il faut le savoir. Nous avons été l'un des pays fondateurs de la prospective, du moins sous son acceptation française, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Nous avons eu longtemps de la recherche et développement dans ce domaine. Nous n'en avons plus depuis à peu près le milieu des années 90. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la recherche et développement, bien évidemment, se faisant dans les pays anglo-saxons, eh bien, tous les termes qui sont les termes les plus récents pour montrer cette évolution sont en anglais. Alors c'est vrai que worldview, on pourrait le traduire par vision du monde, mais si je vous parle de vision du monde, vous allez plutôt penser à une approche systémique, plutôt à ce qu'on traduirait en fait en anglais par big picture, c'est-à-dire une vision d'ensemble de la chose, alors que quand je vous dis worldview en anglais, en réalité, c'est une approche purement psychologique. C'est-à-dire la manière dont vous fabriquez, à partir de l'âge de 2 mois à peu près, la vision du monde qui va tout au long de votre vie trier en fait les informations que vous allez recevoir, et les mettre dans une case ou dans une autre. Et donc c'est de cette worldview-là que nous sommes en train de parler, c'est-à-dire
de cette espèce de grille de lecture interne que nous avons tous dans notre tête, qui peut être plutôt positive, plutôt pessimiste, plutôt optimiste, plutôt progressiste, plutôt fixiste, voilà, ce genre de choses, et qui du coup va conditionner la manière dont nous regardons le monde, évidemment très inconsciemment. Quand nous en prenons conscience, nous arrivons bien évidemment à modifier cette worldview. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que je vais vous présenter, c'est ce qu'on appelle un narrative. Narrative, c'est un récit. Et les récits sont les instruments de fabrication de la worldview. C'est parce qu'étant petit, on vous a raconté des récits. Par exemple, quand on raconte aux filles l'histoire du prince charmant, eh bien, on les conditionne à aller en quête d'un mari qui est le soutien de la famille, qui va les protéger, etc. On va créer des images, des symboles. Eh bien, c'est pareil. Quand nous traitons de sujets qui sont de l'ordre du futur, eh bien, nous travaillons sur des narratives, c'est-à-dire des récits qui, en fait, forgent notre vision du monde. Donc, je vais vous présenter un de ces récits, pour commencer, que nous intitulons « La grande transition », et qui est celle de la manière que nous avons de percevoir la trame du temps lorsqu'on travaille en prospective. Et pour ça, je vous invite à me rejoindre. Je sais que dans une période postprandiale comme celle-ci, avec un peu de chaleur, c'est un peu compliqué, mais je vais quand même essayer de vous emmener jusqu'il y a, allons, moins 500 000, à peu près, ça va ? Moins 600 000, ça ne gêne pas. Mais voilà, ces ordres d'idées-là. Donc il y a très longtemps. Et il y a très longtemps, eh bien, nous étions à l'intérieur d'un monde que nous allons par convention appeler un monde zéro. Pourquoi zéro ? Parce qu'à l'époque, nous ne sommes qu'un animal parmi d'autres. Nous, en tant qu'humanité, en tant qu'espèce. Et nous commençons tout juste à nous éveiller et à développer un certain nombre de choses. Et nous allons passer par tous les stades que vous connaissez bien. Nous avons été chasseurs-cueilleurs, nous avons été éleveurs, puis nous avons été agriculteurs. Et dans tous les cas de figure, nous avons progressé par essai-erreur. On ne savait pas, il n'y avait pas de connaissances préalables. Donc on a essayé des choses. Et puis ensuite, ça marche, tant mieux, on continue. Ça ne marche pas, on arrête, on essaye autre chose. On était ce qu'on appelle des triers, ceux qui essayent. Et puis, bien évidemment, au bout de, quelques 500 000 ans, bien, nous avons été un tout petit peu différents de celui qui descendait de son arbre au début, évidemment. On avait compris on savait reproduire des espèces, on a réussi à sélectionner plus ou moins des graines, à irriguer, à construire, à échanger, à fixer des règles d'échange, des choses qui sont quand même relativement compliquées et qui étaient un petit peu plus compliquées que ce que faisaient les autres animaux. Donc là, on a commencé à se distinguer. Et donc au terme de cette période, arbitrairement, on va fixer le terme de cette période au début de l'histoire, vers 3500. En réalité, c'est assez faux parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, notre histoire, finalement, elle commencerait bien vers moins 9000, moins 7000 plutôt que 3500. Mais restons pour l'instant dans l'orthodoxie. Et regardons cet humain qui est désormais devenu un humain 1.0 parce qu'il s'est doté de tous ces éléments de connaissance et que sa vision du monde s'est transformée. Et cet humain 1.0, bien, il a cette extraordinaire capacité de rêver. Il rêve. Et il rêve, comme toujours lorsque nous rêvons, d'un monde meilleur, de quelque chose où il cesserait d'être un essayeur, un trier, mais il serait plutôt un maker, celui qui fait, celui qui sait pourquoi il fait, qui sait comment il fait, et qui peut faire encore plus. Et c'est bien ce que nous avons commencé à faire avec l'ingénierie, par exemple. Juste comme ça, à titre indicatif et pour vous réveiller un petit peu, est-ce que vous pourriez me citer un des tout premiers travaux d'ingénierie dont on ait retrouvé la trace, un des plus anciens? C'est dans ce chemin, mais continuez. Non, bien avant. Non, le silex, on n'est pas dans de l'ingénierie. Là, on est dans de la taille, on est dans de l'artisanat. Je parle vraiment de l'ingénierie. Vous savez, les calculs, les choses genre ENSAM, quoi. Encore avant. Oui, mais je pense qu'à l'époque, ils ne maîtrisaient pas vraiment la connaissance. Là, je parle vraiment d'un travail d'ingénierie au sens où on l'entendrait aujourd'hui. Un calcul de pente, de débit, vous savez, de trappe qui se lève. Avant. C'est pas exactement de l'irrigation, mais on est dans ce domaine. Non. Alors, rassurez-vous, si je vous le dis, c'est parce que personne ne trouve la réponse en général. Sinon, ce ne serait pas drôle. Non ?
Et je vous aide. Ça concerne une ville. J'ai dit que ça concernait l'eau, parce que je vous ai dit OK pour l'irrigation. Les systèmes d'assainissement. Est-ce que vous pouvez me donner une date approximative de lorsqu'on a retrouvé le premier système d'assainissement complexe d'une ville? Très bien. Qui a dit moi? Comme quoi, même quand nos étudiants répondent au pif, parfois, ça peut marcher. C'est vers moins 7000. Alors maintenant, vous allez me dire où? Pas en Amérique du Sud, pas en Chine. Pas en Mésopotamie. Non, on ne fait pas le tour, on essaye de réfléchir. Non, pas en Afrique, pas en Égypte, pas Jéricho, pas en France, mon Dieu, à cette époque-là. Oui, bravo, vallée de l'Indus. Vous pouvez l'applaudir, il est très bien. C'est effectivement la vallée de l'Indus. Alors, dans la vallée de l'Indus, vers moins 7000, on a vraiment les tout premiers traits d'une véritable ingénierie urbaine. Et quand je parle d'ingénierie urbaine, c'est qu'on a retrouvé les plans de la ville tracés, mais vraiment comme on trace aujourd'hui les villes américaines. On a retrouvé les calculs des pentes, des systèmes d'assainissement qui emmenaient toutes les eaux usées à pratiquement 1 km de la ville. Parce qu'ils semblaient avoir déjà compris qu'il y avait des miasmes qui étaient associés aux eaux usées et qu'à partir de là, il fallait les emmener loin des centres urbains. Donc ce que j'essaye de vous faire toucher du doigt, c'est que ce que nous croyons souvent être né ces 2 derniers siècles, en réalité, il date d'il y a beaucoup plus longtemps et qu'il y a une véritable épaisseur du temps. Alors je n'irai pas plus loin pour les exemples, mais vous les connaissez, tout ce qui est de l'ordre de l'industrialisation, la Chine, 1er siècle, la fabrication des pointes de flèches, etc. Enfin, voilà, tous ces grands éléments qui aujourd'hui sont partie intégrante de ce monde 1.0 dans lequel nous vivons, existaient déjà il y a plus de 5000 ans. Ça, c'est un élément qui est important à comprendre. C'est qu'il y a une véritable épaisseur de temps pendant laquelle les choses sont nées, et puis on les a fait, on a enregistré la manière de les faire, et puis on a continué. On a produit des savoirs, ça nous a donné l'hyperspécialisation qu'on connaît aujourd'hui, et la digitalisation. Et nous arrivons à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne sommes déjà plus des êtres humains 1.0. Nous sommes devenus des êtres humains 2.0. Parce que durant ces quelques 10 000 ans qui sont passés, pendant lesquels nous avons fabriqué ce monde 1.0, eh bien, nous nous sommes transformés nous-mêmes et à nouveau, nous avons transformé notre vision du monde. Et nous arrivons à cet instant où, à nouveau, nous rêvons d'un autre monde, d'un monde qui serait meilleur. Et dans ce monde-là, qu'est-ce que nous voudrions voir? Eh bien, ce que nous voudrions voir, c'est un petit peu plus de simplicité. Vous savez, cette simplicité technologique qui ne réduit pas la complexité. Simplicité. Genre ce fantastique petit objet qui peut ressembler à vos télécommandes, par exemple, de télévision sur lesquelles vous êtes toujours en train de râler parce que vous cliquez sur un bouton, ça donne un effet différent, etc. Bref, simplicité. Rendre simple quelque chose de complexe sans pour autant réduire la complexité. Donc nous rêvons de ça. Les smartphones sont des objets extraordinaires de simplicité. Mais nous rêvons aussi d'autres choses. Nous rêvons d'un monde qui serait plus doux, plus confortable, plus facile peut-être, plus libre peut-être, où il serait plus aisé de vivre. Ça, c'est un rêve commun. Nous rêvons toujours de quelque chose de plus agréable. Mais peut-être que nous commençons aussi à rêver en fait de 3 grands objets que nous commençons à comprendre comme des objets qui façonnent nos vies. Ce premier objet, quand je dis objet, c'est au sens conceptuel du terme, ce premier objet, c'est la bienveillance. De plus en plus, nous réalisons que finalement, une des grandes forces motrices de l'univers, c'est d'abord la bienveillance que nous pouvons avoir les uns pour les autres et la joie qui en découle. Non pas la joie comme l'éclat de rire instantané qui peut apparaître, mais la joie comme une force profonde qui fait que vous vous levez content d'aller au travail le matin, content
de pouvoir exercer votre activité content de vos achèvements. La joie. Et nous rêvons de plus en plus de joie, peut-être dans un monde qui en est de plus en plus dépourvu. Nous rêvons aussi de entertainment. Entertainment, là encore, on ne peut pas le traduire. L'équivalent français serait amusement. Mais amusement, si je vous le dis, ça a tout de suite une connotation, c'est pas sérieux. Si on s'amuse, c'est qu'on n'est pas sérieux. Alors que dans l'entertainment, on peut être très sérieux. Mais il s'agit de dire qu'on est capable d'apprendre en s'amusant. On est capable de faire des choses sérieuses en s'amusant. Et le développement aujourd'hui des serious games nous montre bien qu'il est possible de faire des choses sérieuses en s'amusant. Et si vous regardez les nouvelles générations, ce à quoi elles aspirent, c'est précisément ça, à avoir un petit peu plus de fun dans leur vie. N'est-ce pas? Je vois des jeunes qui sourient et qui se reconnaissent. Deuxième aspect, on va l'appeler sanité. Une fois encore, sanité, je suis désolée, c'est une mauvaise expression, on l'appellerait sanity en anglais, c'est-à-dire le fait que les choses soient saines. Vous vous préoccupez tous de ce que vous mangez, vous aimeriez bien que ce que vous mangez soit sain. Vous souhaiteriez aussi que l'environnement dans lequel vous vivez soit sain, dégagé de toutes les pollutions chimiques et autres qu'il puisse y avoir. Vous aimeriez peut-être aussi que la nature soit saine. Et cette aspiration à la chose saine, eh bien, on la voit de plus en plus émerger, que ce soit à travers les réglementations qui, effectivement, enlèvent de plus en plus de composés chimiques de notre environnement, que c'était le lindane il y a à peu près 40 ans, l'amiante plus récemment ou le plomb, mais aussi d'une manière plus générale, le sain vient aussi de mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Et on se rend bien compte que nous avons de plus en plus de névroses qui se développent. L'Union européenne a attiré l'attention de la plupart des pays européens précisément sur ce développement des maladies mentales au niveau européen, maladies chroniques aussi, neurodégénératives. Et là, on voit bien qu'on a comme une espèce d'insanité de l'espèce qui est en train de se développer. Nous sommes de moins en moins sains et ça pose quand même question. Et puis le troisième point, eh bien, c'est la question de la croissance. Aucun de nous n'est vraiment prêt à abandonner son confort. Bien sûr, on nous dit vous pouvez baisser votre chauffage de 20 degrés à 19 degrés. Ça, c'est encore facile à faire. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à vivre à 16 degrés ? Est-ce qu'on est prêt, effectivement, à ne plus avoir d'emballage du tout sur ce qu'on a autour de nous ? Est-ce qu'on est prêt à revenir vraiment à une espèce de frugalité ? Alors peut-être les jeunes générations ou ceux qui sont profondément convaincus par un certain style de vie, oui, mais vous comprenez bien que ce n'est pas l'ensemble d'une population et que nous avons des acquis en termes de confort auxquels bien peu d'entre nous sont prêts à renoncer. Que ce soit, regardez le développement des coiffeurs, par exemple, qui est assez extraordinaire, notamment dans les bourgs-centres. Que ce soit des choses qui peuvent paraître futiles. Je dirais, il peut paraître plus intéressant d'avoir une boulangerie que d'avoir un coiffeur. Et pourtant, il y a de moins en moins de boulangeries et de plus en plus de coiffeurs. Ce qui veut dire que quand même, la question du confort est au centre de nos préoccupations. Donc ces trois points-là, on le voit bien, sont ce qu'on appelle dans notre jargon de prospectiviste des drivers. Un driver, c'est une force de changement qui conduit l'évolution, qui la guide. C'est quelque chose qui fait que ça va toujours tenter à pousser les choses dans ce sens-là. Alors évidemment, on se dit, mais c'est bien, finalement, ce monde 2.0, il a l'air sympa, mais on y va comment ? Et c'est le comment qui nous pose problème, c'est ce gros point d'interrogation. Comment fait-on ? Alors c'est d'autant plus compliqué que chaque fois que nous passons d'un monde à un autre, vous vous en doutez bien, ça ne se fait pas simplement en claquant des doigts. On considère qu'en moyenne, toute transition est de l'ordre du séculaire. On met des siècles pour passer d'un de ces mondes à l'autre. Actuellement, nous considérons, alors par les écrits que nous avons sur le sujet, que globalement, la transition que nous sommes en train de vivre, qu'on appelle une grande transition, est de l'ordre de 2 siècles. Elle aurait commencé à la fin du 19e, c'est là que nous avons les premiers écrits sur l'accélération de l'histoire, sur la description d'un mur dans lequel se précipiteraient nos sociétés occidentales, etc. Et à la vitesse à laquelle vont les choses aujourd'hui, du moins ce qu'on peut à peu près en mesurer, on imagine que globalement, nous allons continuer dans cette période quelque peu chaotique jusqu'à la fin du XXIe siècle. Dans cette période de transition, bien, nous avons vu ces différences apparaître. Nous avons vu, par exemple, si je prends l'urbanisation,
Quelqu'un sait pourquoi 2007 a été une année importante sur le plan de l'urbanisation? Exactement. Pour la première fois, un humain sur 2 est dans la ville. Et nous sommes en train d'avoir un accroissement phénoménal de l'urbanisation dans le monde, vous le savez tous. Ce qui veut dire plus de congestion urbaine, plus de pollution, plus de problèmes de gestion des emplois, etc., etc. La mobilité, c'est pareil. La mobilité s'est accrue d'une manière phénoménale. Je ne vais pas tous vous les passer en revue. La société du savoir, de même, est en train de se développer. Nous voyons bien que les choses sont en train de se transformer d'une manière absolument significative autour de nous. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, nous avons en face de nous 3 grands facteurs de changement, ce qu'on appelle des game changers, c'est-à-dire des éléments qui peuvent réellement changer la donne du futur, qui sont en train de se dessiner. Le premier, qu'on connaît sans doute le moins bien, c'est toujours l'arbre qui cache la forêt, c'est la stérilité humaine masculine. Je suis désolée d'insister sur le mot masculin, mais ça vient essentiellement du fait que traditionnellement, la stérilité humaine était toujours le fait des femmes. C'était comme ça. Et il n'y a qu'à partir des années 1950 que l'on a commencé à faire des études sur le fait qu'elles puissent provenir des hommes. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que, quel que soit le pays du monde étudié, je précise bien quel qu'il soit, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Asie, nous avons les mêmes taux de stérilité masculine humaine. Ce qui, pour les biologistes, révèle un phénomène qui est vraiment à l'échelle de notre espèce et qui pose question. Alors, il ne s'agit pas de dire que nous allons nous éteindre, il s'agit simplement de dire qu'il y a là un driver qui est important et qui est d'autant plus important que, pour l'instant, nous sommes en phase de pic démographique. On s'attend à ce que d'ici 2050 à peu près, nous accueillions 2 milliards d'êtres humains supplémentaires, dans le meilleur des cas. Ce qui nous amène à peu près à 9 milliards, 9 milliards 5 en 2050. La logique, si nous étions dans un monde linéaire, serait qu'effectivement, nous soyons aux alentours de 11 milliards, voire 12, à la fin du siècle. Mais aujourd'hui, la plus forte probabilité, c'est que nous ne soyons plus qu'à 7 milliards. Or, si nous savons gérer la croissance, nous savons beaucoup moins bien gérer la décroissance. Parce que pendant ce demi-siècle qui vient, nous allons construire. Nous allons essayer de trouver des solutions pour l'emploi. Nous allons faire en sorte de pouvoir accueillir les 2 milliards. Et vous le savez, construire est plus facile que déconstruire. Le recyclage du béton, ce n'est pas encore au top. Et là, il va bien se poser un certain nombre de problématiques. Comment est-ce qu'on va gérer cette décroissance si elle survient? Si elle survient. Deuxième facteur, celui-là beaucoup plus sûr et j'ai envie de dire d'une manière peut-être un peu plus forte, un peu plus régulière, c'est la question du changement climatique. Changement climatique, bon, vous le savez tous, on en a suffisamment parlé avec la COP21. J'ai eu le privilège de contribuer à la COP22. On sait très bien que là encore, nous sommes sur un phénomène exponentiel. Nous n'avons pas pris encore en compte l'entièreté des variables, et notamment il y a des grosses variables qui sont en train de se situer avec la fonte des calottes glaciaires. On voit bien qu'aujourd'hui, l'acidification aussi des océans est en train de jouer considérablement. Donc on voit bien là que c'est un mécanisme complexe dont nous ne maîtrisons pas tous les tenants et aboutissants et qui est en train d'aller extrêmement vite et vraiment qui va nécessiter de notre part une adaptation significative. Et enfin, un troisième plan, tout ce qui est de l'ordre de la robotique et de l'intelligence artificielle, où là encore les progrès sont assez considérables. Alors vous allez me dire, mais cet avenir n'a pas l'air très réjouissant. Mais si. Parce que la bonne nouvelle, c'est d'abord qu'il a déjà commencé. Nous sommes déjà dans une période de transformation. Donc ça, c'est ce que nous voyons parce que nous regardons, du moins pour les plus âgés d'entre nous, nous regardons avec les yeux de cet homme tout juste 2.0 et encore. Mais tous nos repères, toute notre manière de penser les choses, notre worldview, vous vous souvenez, eh bien, elle est issue du monde 1.0. Nous voyons toujours les choses comme on nous les a enseignées. Or, aujourd'hui, nous sommes à un tournant. Et ce tournant, nous n'avons pas la moindre idée de ce qu'il y aura de l'autre côté. Alors, comme si nous avions été sur une route toute droite, on a envie d'imaginer que de l'autre côté du tournant, c'est à nouveau une route toute droite devant nous. C'est normal, c'est ce que nous avons connu. Mais en réalité, on peut avoir complètement autre chose de l'autre côté.
Et c'est à cette ouverture-là qu'il est extrêmement important de préparer les esprits, parce qu'aujourd'hui, on a un vrai déficit d'acculturation à l'idée du changement, et du changement dans un sens radical, et non pas dans un sens purement incrémental, comme nous l'avons connu jusqu'alors. Dans ce monde que l'on appelle VUCA, un monde volatile, incertain, complexe et ambigu, donc c'est dire qu'il réunit toutes les caractéristiques de joyeuseté, eh bien, en réalité, vous voyez, nous avons ce sentiment immense d'être suspendu au-dessus du vide. Alors, ce récit de la grande transition, eh bien, il s'incarne souvent à travers l'image que vous voyez devant vous, qui est l'image, vous voyez, où nous avons un monde 1.0 qui était un chemin sur lequel nous marchions, puis brusquement, plus rien. Là-bas, en face, se dessinerait un monde 2.0. Et puis nous, pour l'instant, nous sommes suspendus là-haut. Certains d'entre nous ont encore le sentiment d'avoir au moins un pied qui touche par terre, donc c'est assez confortable. Il y en a par contre qui ont vraiment le sentiment d'avoir les 2 pieds dans le vide, et là, c'est beaucoup moins confortable. En même temps, lorsqu'on comprend cette image, le sens de l'inconfort s'estompe déjà. C'est toujours plus facile de faire face à quelque chose que l'on connaît que de faire face à quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est pour ça que cette image de la grande transition, cette perspective est extrêmement intéressante, parce que ce narratif aide à comprendre, ordonner un certain nombre de signaux que nous vivons aujourd'hui et que nous ne savons pas forcément mettre en place. Donc c'est une grille de lecture, une grille d'analyse extrêmement puissante pour arriver à percevoir ces changements en cours. Alors évidemment, nous sortons de ce monde 1.0 qui était un monde vraiment de structuration agro-industrielle, qui a permis les classes sociales, qui a permis vraiment le monde tel que nous connaissons, qui a commencé à se fragmenter à la fin du 19e, donc qui s'est fragmenté gentiment pendant le 20e, mais on ne l'a pas trop vu, on a préféré parler de crise. Et c'est intéressant, tout le langage qu'on a eu autour de la crise au cours du XXe siècle. La crise, ça laisse supposer que ça change, mais ça va revenir à la normale. Et vous avez vu qu'à partir du début du 21e, on commence de moins en moins à parler de crise, de plus en plus de mutation, de transformation. C'est-à-dire qu'on est en train de comprendre qu'on est bien là, on ne va pas revenir en arrière. Quand vous sautez en avant, en plein milieu du vide, c'est extrêmement compliqué de faire une figure qui vous permette de retomber sur vos pattes là où vous êtes parti. Donc, quelque part quand même, il va bien falloir atterrir de l'autre côté. La question, c'est qu'y a-t-il de l'autre côté ? Alors évidemment, de l'autre côté, comme je ne suis pas Madame Soleil, que personnellement, je ne connais pas d'astrologue capable de regarder dans une boule de cristal ou un marc de café, je ne pourrais pas vous dire ce qu'il y a de l'autre côté. Ce que je sais en revanche en tant que prospectiviste, c'est-à-dire qui étudie un certain nombre de tendances qui sont en train d'évoluer ou d'émerger, eh bien, c'est que nous avons 4 points majeurs, 4 reliefs saillants du futur qui sont en train d'apparaître dans cette brume du futur. Le premier de ces reliefs, certainement le plus intéressant, celui que vous voyez tout là-haut, c'est la notion d'Alien Generation. La génération alien. Alors pourquoi alien ? Parce qu'alien en anglais, c'est vraiment l'extraterrestre. C'est vraiment celui qui vient d'ailleurs. Ce n'est pas l'étranger, c'est vraiment l'extraterrestre. La génération alien, ce sont vos enfants, vous devez en connaître quelques-uns, qui ont entre 15 et 25 ans par exemple, et qui sont complètement dans une approche on va dire très différente de la vôtre à tout le moins. Voyez, très intéressés par les écrans, très intéressés par le jeu, beaucoup moins intéressés par l'autorité, par un certain ordre des choses qui vous paraissait totalement évident. Et d'un seul coup, ces évidences sont en train de s'effondrer. Et vous avez cette génération qui apparaît avec de nouvelles valeurs, avec sa propre culture et avec un profond rejet du vôtre, tout en étant très gentil, en vous disant c'est pas de chance, désolé, vous avez juste réussi à bousiller notre monde, et nous, on va juste essayer d'en faire un autre, donc surtout n'y touchez pas, parce que ça va, vous avez fait assez de dégâts, puis laissez-nous démarrer quelque chose. N'y voyez aucune approche politique, surtout. Bien, mais quelque part, quand même, ce qu'on est en train de voir, c'est ça. Et pour ceux d'entre vous qui enseignent, eh bien, j'imagine que vous avez tous été confrontés à l'extraordinaire difficulté que nous avons aujourd'hui à continuer d'enseigner comme on a pu le faire il y a 30 ans.